Préfecture de Diokoué. Ici, pas âmes qui vivent, du moins dans le quartier des autochtones, les Guéris. La broussaille est devenue maîtresse des lieux dans un décor de cases brûlées et d'habitations saccagées. Niambli offre le visage d'un champ de bataille. Hier, village plein de vie et aujourd'hui, tas de ruines. Au plus fort de la crise post-électorale, les populations du quartier Guéri, les autochtones notamment, ont fui leur village, abandonnant tout aux mains des pyromanes et des pillards. Leur destination, Diokoué et Djiglo à l'église catholique ou dans des villages environnants. Certains se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés, d'autres, sans doute les plus chanceux, dans des familles d'accueil. La seule présence humaine dans le village de Niambli, ce sont les autres. Allogènes et allochtones, passé le moment de violence, les populations tentent d'y revenir. D'autres partent en prospection ou en éclaireur, mais face à l'énormité des dégâts, ils abandonnent l'idée de retour. Dans ces conditions, le repeuplement de Niambli, ce n'est pas une affaire de demain. J'en ai trouvé dans ce reportage une information importante que vous n'avez pas donnée. Qui a détruit ce village? Qui est l'auteur de la destruction de ce village? Question assez difficile, David. À ce jour, on ne sait pas encore qui est l'auteur, parce qu'on n'a pas encore eu les enquêtes sur cette affaire. Personne, ni l'autorité préfectorale, ni les autorités militaires ne savent exactement qui a commis ces bêtises, je dirais, ces bêtises humaines, encore moins ces massacres. On sait que tout a commencé le 23 mars 2011, avec pour pic le 28. On sait que c'est à cette date que les FRC sont entrés à Diokoué. Mais personne, à ce jour, ne peut dire qui est l'auteur. Seulement, beaucoup d'observateurs racontent que c'est une affaire entre autochtones, guéris et allogènes, ainsi que les allochtones, sur une affaire de terre. Vrai ou faux? La question, je l'ai dit, reste entière. Alors, dans cette localité vivent des allogènes, des allochtones et leurs frères guéris. Alors, est-ce que ces différentes communautés vivent en intelligence? Est-ce que la cohabitation est parfaite? Peut-on parler de cohésion sociale? Il faut rappeler que Diokoué est une contrée où vivent beaucoup de personnes. C'est un véritable melting pot. Mais depuis que cette situation a eu lieu, il y a vraiment un je t'aime, moi non plus. Guéris qui ont accueilli les autochtones aujourd'hui ont peur de leurs voisins. Et c'est vice-versa. Pourtant, on sait que ces deux communautés, jusque-là, vivaient en parfaite harmonie. Alors, on se demande, qu'est-ce qui a bien pu créer cela? Et beaucoup espèrent que les choses vont changer et que les deux communautés vont vivre en parfaite harmonie. En tout cas, pour l'heure, on sait que le frein à la communauté est existant, mais on a l'espoir que les choses vont s'arranger. Alors, le Manet a dit la situation humanitaire, il faut le dire, est difficile. Et vous avez fait ce constat. On va suivre cet élément sur la situation humanitaire sur le terrain. Une distribution de vivres aux populations par le PAM, Programme alimentaire mondial. La scène se passe à tout le pleu. C'est ainsi tous les 15 jours depuis que la région du Moyen Cavali vit sa crise humanitaire. Hommes, femmes et enfants ne manquent pas ce rendez-vous où ils peuvent recevoir de la nourriture, de l'huile, de la farine, du maïs et du riz après de longues heures d'attente. Actuellement, le premier problème, c'était la nourriture. Mais ensuite, le grand problème même, c'est la santé. C'est la santé parce qu'en plus, on était malade, tout ça là. Bon, ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, on n'a pas d'habitation. Les jours de distribution sont les seuls moments où tout le peuple connaît une animation. Une fois leur ration alimentaire obtenue, les populations retournent d'où elles sont venues. Ce sont notamment dans la forêt selon leurs propres témoignages ou même du Libéria voisin, leur destination finale après avoir fui les violences, les exactions et les tueries imputées à des hommes en treillis. Impossible d'avoir plus de détails sur l'identité réelle de ces auteurs présumés, les témoins restent vagues et imprécis. On est cependant sûr d'une chose, les populations redoutent encore la résurgence des violences, malgré l'assurance de sécurité donnée par les autorités administratives et militaires. Au regard de ces images, Jean Toubé, on peut dire que la situation humanitaire est tout simplement alarmante. Je dirais même plus qu'elle est catastrophique parce que quand on voit ça, on ne peut qu'être triste. Il n'y a pas d'école qui fonctionne dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'hôpitaux. En tout cas, toutes les structures de base sont inexistantes.
on a beau jeu de crier au retour des déplacés, mais il est clair que là-bas, tout est manque. Et je pense que ça nécessite une opération d'urgence pour que ces populations soient justement rassurées de ce que quand même la population et notamment l'État de Côte d'Ivoire pense à elle. Je pense que c'est un peu ce à quoi l'administration même locale essaie de faire. Et malheureusement, à Toul, par exemple, le préfet Abdul Karim fait main et pieds, mais malheureusement, il n'est pas trop entendu. Je pense que c'est des choses qui devraient être peut-être boostées par le gouvernement. Par le gouvernement, voilà. Alors donc le problème de sécurité, la protection des personnes et des biens, la sécurité surtout dans la région de Toul-le-Fleu. Oui, c'est un gros problème là-bas. On sait que le Libéria est voisin et la frontière Côte d'Ivoire-Libéria est tellement poreuse qu'on ne peut pas maîtriser le mouvement des personnes. Alors les déplacés ont fui pour aller dans les forêts. Alors, qu'est-ce qui garantit dans les forêts leur sécurité? C'est la question. L'ONUCI est présente, elle est FRC. L'ONUCI, par exemple, fait de nombreux bivouacs sans rencontrer de résistance particulière. Mais pour la population, ce n'est pas suffisant. Elles estiment qu'il faut des garanties beaucoup plus, je dirais, optimales pour qu'elles comprennent qu'effectivement, il n'y a pas de crainte et qu'il faille revenir dans leurs habitations respectives. Mais est-ce que ce n'est pas cette insécurité qui constitue un frein au retour de ces populations dans leurs villages respectifs? À première vue, c'est un frein, mais je pense que les populations aussi font preuve de mauvaise foi. Parce qu'on dit souvent, si vous ne venez pas pour constater, que diriez-vous? Ce n'est pas en étant loin de vos bases que vous allez dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Le prophète l'a dit, venez chez vous, on est mieux que chez soi, mais malheureusement, il n'y a pas de retour. Je pense qu'elle devrait faire l'effort de venir, encore que l'autorité administrative est présente, les militaires sont présents et l'ONUCI est également présente. Je pense que c'est des garanties qui pourraient quand même leur faire comprendre que leur sécurité, même si elle n'est pas à 100%, elle est quand même à 90%. Ce n'est pas mauvais. Et il y a un camp qui est prévu, la création d'un camp. Vous en parlez dans ce reportage qu'on va suivre maintenant. Ambiance de chantier à la sortie de la ville de Diokwe sur la route menant à Guiglo. La forêt qui était à cet endroit a été détruite pour faire place à un vaste espace aujourd'hui, propriété de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. 32 hectares, c'est sur cette superficie que sera bâti le nouveau site choisi pour accueillir les déplacés agglutinés à la mission catholique de Diokwe. Le premier groupe de personnes qui va arriver ici, ce sera le village de Niambli, dont le village a été complètement détruit. Une équipe est en train de travailler à la mission catholique pour recenser les personnes qui doivent retourner dans leur village, dont le problème de sécurité ne se pose pas et puis dont le problème d'infrastructure ne se pose pas. Et aussi la deuxième équipe qui ne peut pas retourner parce que les maisons ont été détruites. Les caractéristiques du plan de ce nouveau site nous renseignent qu'on n'est pas loin de l'esprit d'un véritable camp de réfugiés comme celui de Nicolas Pouistown avant son démantèlement. Dans ce nouveau camp, les déplacés auront des numéros d'identification et ils vont bénéficier de l'assistance des organismes humanitaires accompagnés des ONG locales. Ça leur permet de vivre normalement, mais plutôt sur une courte durée. C'est quand même par rapport à ce que les gens ont dans leur propre maison, c'est quand même assez limité. Les gens ont besoin des abris, ils ont besoin des ressources nécessaires pour leur survie. Et donc c'est ce genre de conditions-là que les déplacés posent pour rentrer chez eux. Leur espoir, c'est de retrouver une existence digne et productive, parce qu'à la réflexion, disent-ils, on est mieux que chez soi. La communauté humanitaire, notamment celle à charge des personnes déplacées, a battu le rappel de ses troupes à l'occasion de la commémoration de la 11e édition de la Journée mondiale du réfugié. Occasion pour le HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés, de rappeler que la Côte d'Ivoire compte sur son sol environ 25 000 réfugiés de nationalités diverses. 97% de ces personnes en mouvement sont des Libériens. Tu as quitté ton pays pour venir ailleurs, vraiment c'est pas facile. Si les autorités gouvernementales et les Ivoiriens en général ont été félicités pour l'accueil et l'assistance réservée aux réfugiés, force est de constater que la crise post-électorale a exacerbé les problèmes de ces derniers.
éducation, santé, logement et sécurité. C'est pourquoi le HCR et le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ont lancé la campagne dénommée One is too many, en français, un seul, c'est déjà trop. C'est en fait un plaidoyer auprès des États pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Le HCR fait cette campagne aussi pour essayer de conscientiser chaque personne, chaque individu qui porte des responsabilités dans le monde, de leur dire qu'il faut arrêter les guerres et que les gens doivent pouvoir vivre en paix sans devoir fuir devant la violence. Toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des réfugiés, le gouvernement entend prendre des mesures. La réduction à hauteur de 50% du coût de la procédure de naturalisation pour les réfugiés désirés d'acquérir la nationalité ivoirienne, mais également l'intégration de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Rappelons que la Côte d'Ivoire a elle aussi ses nationaux qui sont des réfugiés. Selon le HCR, 350 000 Ivoiriens sont déplacés à l'intérieur du pays et 180 000 réfugiés au Libéria et au Ghana. L'État de Côte d'Ivoire et le HCR ont promis tout mettre en œuvre pour leur retour volontaire.